Bonjour les amis. Dans la vie, il faut savoir déplacer l'œil de la caméra et voir les choses sous d'autres angles. Je vous présente aujourd'hui le professeur Jean-Claude Heymans. Donc, je crois, plus africain que belge. Et c'est mon père qui m'a inculqué son amour de la nature et surtout son humanisme. Il a dit que l'homme passait avant tout et qu'il fallait voir d'abord les valeurs de l'homme avant de voir les valeurs de l'argent, les valeurs matérielles. J'ai quitté l'Afrique et surtout le Congo, où j'avais grandi, où j'ai fait mes études maternelles jusqu'à l'université, de 46 à 80. Et j'ai quitté le Congo dans des conditions difficiles. J'étais profondément attaché à ma brousse, à mes villages et à mes amis congolais, avec lesquels je passais de très bons moments et qui m'ont fait découvrir la face cachée de la nature. J'ai toujours parlé la langue, et ça c'est le sésame évidemment. Si vous parlez la langue de la population, des villageois, vous êtes le bienvenu et vous livre pas mal de secrets. Donc j'ai quitté le Congo en 1980 et j'ai passé une année à Liège, dans l'université de Liège. Et heureusement, j'ai été nommé très très vite en 1980 au Bénin pour y lancer la coopération technique universitaire belgo-béninoise, qui avait été lancée pour la première fois à Kisangani, où j'étais donc de 70 à 80. Et là, on avait lancé une nouvelle forme de coopération, la coopération technique universitaire. Alors, j'ai quitté pour le Bénin en 1993 pour être intégré dans mon alma mater, où j'ai continué à œuvrer pour l'Afrique parce que j'ai contribué à la création de l'Institut vétérinaire tropical à l'Université de Liège, qui servait principalement à la formation post-universitaire des spécialistes africains. Et alors je donnais des cours aussi à l'Institut de médecine tropicale à Anvers et des conférences internationales. Mais durant toute cette période, je suis resté en contact direct avec mon continent d'adoption. Le bilan est positif, dans l'ensemble positif, mais il fut très laborieux. Le titre a été choisi volontairement parce que la savane est tellement jolie et sent tellement bon que j'ai voulu commencer par ça, le parfum de la savane. Ça, c'est inoubliable pour ceux qui ont vécu en Afrique. Et l'odeur de sang, parce qu'évidemment, il y a du sang. Et je dois expliquer, tout n'est pas joli dans la vie. Il y a des côtés vraiment obscurs, des côtés malheureux, une facette que j'ai voulu occulter au départ, puis je me suis dit, pourquoi pas? Il faut expliquer que tout est difficile. Mais chaque fois en expliquant la raison des événements que j'ai connus. Et vous allez rire, mais c'est la vérité, ces événements ne sont pas, les responsables de ces événements ne sont jamais, les racines ne sont pas africaines. Et je prends l'exemple du Congo, l'ancien Zaïre, le Congo, c'est le pays, à mon avis, le plus riche de l'Afrique. À tout point de vue, le plus riche de l'Afrique. Mais il est tellement riche qu'il attire la convoitise. Et il a été littéralement pillé, les richesses ont été pillées, non pas par des Congolais, du moins par le peuple, mais également par des hommes qui viennent d'ailleurs, étrangers surtout, qui en payant les autorités, par la corruption, ont eu des permis d'utilisation des ressources minières, par exemple, même forestières, etc. Et ce n'est pas seulement le Congo, c'est toute l'Afrique. On a eu des événements et ces gens-là ont dû quand même repartir, quitter.
Mais on s'est fait aider alors par des amis, entre guillemets, africains, qui venaient aider le régime en place. Et ces gens-là ont recommencé, ils se sont dit, après tout, on va aussi piller ce pays. Et je m'excuse de parler avec des termes bien précis. Il y a le Zimbabwe, l'Ouganda, le Rwanda, tout ça, ils ont profité au maximum, même encore maintenant. Et alors si on pouvait donner ne fût-ce que 10% des ressources matérielles issues de ce trafic honteux au peuple, aux villageois qui vivent dans le besoin, ils seraient très heureux. Mais eux, ils grattent un peu la terre pour avoir quelques pépites, et ils se font même tuer pour ça, parce qu'ils disent qu'on pille, et les autres viennent avec des gros camions et prennent tout. Donc là, je ne suis pas du tout d'accord, et je le dis dans l'ouvrage, qu'il faut faire attention. Les hommes sont comparés à ces carnassiers-là, à mon avis, parce qu'en fait, ils ont besoin également de consommer leur proie. Et je dis souvent au propre comme au figuré. Il faut aussi manger de la viande, mais ils consomment également leur proie humaine en disant, voilà, toi tu n'as rien à voir là-dedans, c'est nous qui pouvons prendre ta richesse, pas toi. Ce sont des carnassiers pour moi. C'est une autre forme de carnassier. Pour les carnassiers, les félidés, tout ça, je crois que c'est... et par exemple les crocodiles, c'est aussi des carnassiers, si vous voulez, parce qu'ils mangent de la viande, mais c'est heureusement la loi de la nature. Parce qu'en fait, les prédateurs, ces prédateurs-là, que ce soit le lion, le crocodile, ils permettent de garantir un équilibre naturel en prélevant d'abord, ça peu de personnes le savent, les spécimens, les individus malades, blessés ou quoi, qui peuvent transmettre des épizooties. Donc le crocodile va d'abord manger là où il y a beaucoup de poissons, les poissons qui sont malades, qui tournent en rond, tout ça, ils mangent ça. Une antilope ou quoi. De temps en temps, il mangera une antilope fraîche, évidemment, mais c'est assez rare. Ils consomment d'abord les éléments malades et qui peuvent transmettre des épidémies. C'est valable partout. D'ailleurs, lorsqu'il n'y a plus de lions, plus de crocodiles, dans certaines réserves, on doit en remettre. On doit en remettre, sinon il y a des gros problèmes de surpâturage. Et le surpâturage des ongulés entraîne l'apparition d'épizooties, donc de maladies. Et donc, j'étais en mission au Kenya avec un botaniste. Et arrivé à l'Amboseli, on est tombé sur cette femelle avec ses 3 petits, mais qui était très maigre. Et je me dis, ah, elle doit absolument manger, elle est retenue par ses petits. Elle n'osait pas quitter ses petits parce que le lion pouvait venir manger ses petits, le léopard ou un autre prédateur. Et alors, elle tournait en rond, on se demandait ce qu'on devait faire, j'avais immobilisé la voiture, et 2-3 fois, elle était venue près de la portière, à 2 ou 3 mètres, en émettant des cris plaintifs. Et alors, et ces petits qui tournaient en rond autour d'elle, tout ça, mi. C'était le cri du léopard, cela. Et alors, j'ai dit à mon collègue, je dis, écoute, je crois qu'elle veut nous faire comprendre qu'elle voudrait bien qu'on garde ces petits. Alors, j'ai rien dit. Elle les a poussés en dessous de la voiture. Elle m'a regardé, et puis elle s'est demandé si elle devait partir ou pas. Et subitement, elle est partie, comme une flèche. Elle est revenue 2 heures après, le ventre distendu, elle avait donc de la nourriture à donner à ses petits. Et pendant ce temps-là, nous avons fait du guépard sitting en voiture. Quand la maman est arrivée, évidemment, elle s'est précipitée sur ses petits, voilà, toute contente, elle a donné à manger. Et puis elle nous a regardés vraiment comme une personne reconnaissante. Je dis bien une personne, pas un animal reconnaissant. Elle a regardé en tant que mère de famille, elle nous a regardés, et alors elle a émis des cris, mais pas les mêmes que les premiers. C'était des cris de remerciement. Elle est partie, on l'a plus revue, évidemment. Je suis tombé sur une jeune lionne, toute petite, qui était abandonnée par sa mère braconnée, je ne sais pas, on parle à peine Jarry. Et alors, la même chose aussi, chaque fois que j'y allais, elle me suivait, elle regardait, mais toujours on avait une distance raisonnable, jamais d'approche trop près.
Et puis elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi. Elle me suivait quand je faisais mes comptages près des mares et elle se posait à 2-3 mètres de moi en regardant donc, les animaux qui venaient. Et un jour, il y avait des buffles qui sont arrivés et un jeune bufflon était là, un peu trop près de la termitière. Alors elle a commencé à grogner et bien elle m'a regardé comme pour dire est-ce que je peux? J'ai fait non, 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 non. Et du coup, la lionne est un peu fâchée. Le braconnage fait de manière à l'échelle industrielle par des étrangers venant d'ailleurs, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, je m'en fous, ce sont des braconniers pour moi. Ça, j'étais d'accord de limiter ce braconnage, de n'importe quelle façon, même violente. Mais le petit braconnier, qu'on appelait braconnier, qui allait prélever son petit gibier de temps en temps, pour moi, il alimentait sa famille. Même s'il revendait des morceaux, tout ça. Mais il faisait ça depuis des millénaires. C'était ses terrains de chasse ancestraux. Donc là, je n'étais pas d'accord du tout. Et alors on m'a dit, oui, mais on ne peut pas faire deux lois différentes. J'ai dit, ok. Mais permettez-moi alors de faire un plan spécial d'aménagement, de gestion des parcs. Et j'ai lancé un plan d'aménagement et de gestion des parcs et des réserves, mais j'ai ajouté le terme participatif. Parce que participatif, cela veut dire que les villageois de la périphérie, pas tous les villageois de toute l'Afrique, mais les villageois de la périphérie, donc qui vivent autour de la réserve, avaient l'habitude d'aller prendre un peu de gibier. Et j'ai lancé des solutions alternatives. Ils étaient associés donc à toutes ces solutions alternatives, même à l'aménagement du parc, à l'entretien du parc, et notamment on a lancé des élevages de petits gibiers. Donc chaque mois, ils avaient de la viande fraîche pour eux, qu'ils pouvaient consommer de la même façon qu'avant, mais ils devaient éviter d'aller braconner. Et on a réussi à diminuer, à réduire le braconnage de 70%. Donc c'était pas mal. Le reste, c'était des braconniers qui venaient d'ailleurs. Ils avaient appris que dans ce parc-là. Et on a étendu ce type de plan. Ça a plu aux bailleurs de fonds qui finançaient les parcs et les réserves en Afrique. Et on m'a demandé alors d'aller dans beaucoup de parcs et beaucoup de régions, notamment d'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Un jour, j'entends une présence derrière moi et un soufflement vraiment de grands sportifs. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me dis, ça y est, il y a un type qui veut m'attraper là. J'accélère un peu, il accélère. Puis finalement, j'avais un manguet où je me reposais à mi-parcours. Je me repose, le type s'arrête. Et c'est ainsi que j'ai connu le président de Idi Amin. Ah bon, c'était lui? C'était lui, qui venait se reposer parfois à Kisangani, venant de Kampala, en allant sur Kinshasa. C'est de très bons souvenirs parce qu'il nous a permis d'aller récolter, donc acheter des pièces de rechange pour les Land Rover. Chez lui, il y avait beaucoup de Land Rover. Et j'avais tous les papiers possibles et imaginables. Il m'a montré une réserve qu'il avait chez lui, là, le Queen Elizabeth National Park. Et j'ai été très étonné de sa connaissance de la faune sauvage de son pays. Ah bon? Il donnait les noms scientifiques, il disait voilà, là doit avoir sa gestation d'autant de mois, celui-là là-bas, mais j'ai des problèmes parce que il y a des prédateurs en surnombre. Et je lui donnais des conseils, j'étais très, très bien reçu. Et il vous écoutait? Il m'écoutait. Même, il m'invitait à dîner sur son Camagnola quand il venait à Kisangani. Il avait un cuisinier belge. Et alors là, on pouvait parler vraiment, ces conversations, j'ai retenu vraiment des bons souvenirs de cela parce qu'il était direct. Et à la fin, j'ai commencé à être direct. Ça nous a plu tous les deux, je crois. Mais, enfin, un jour, je préfère me taire là-dessus. Quand j'ai appris qu'il en avait marre de moi et qu'il voulait m'arrêter,
On savait que ce que ça voulait dire, c'est être arrêté par Mobutu. Disons que, vous savez, dans notre campagne d'arrestation de braconniers, dans mon livre, je l'explique, venant des pays annexes, il y avait parfois des gens qui travaillaient pour lui. Et alors un jour, il y a un avion qui s'est arrêté à Lipounou, et on m'a appelé parce que c'était un pilote étranger qui pilotait. Et j'ai reconnu un Rhodésien, parce que jadis, évidemment, du temps du Katanga, j'ai participé à certaines choses pour garder mon Katanga intact. Et j'avais connu un Rhodésien là-bas. Et il était pilote de Mobutu, je l'avais reconnu. Et il était arrêté par nos gardes. Alors on lui a dit, écoute, il faut vraiment que tu... Bon, je dis, pas de problème. On va faire décoller ton avion, mais on doit saisir l'ivoire. Parce qu'on doit l'amener à l'Office national de l'ivoire que le président a créé à Kinshasa. Là, il était coincé. Il me dit, oui, mais enfin, tu sais, moi, c'est le président qui me demande d'amener ça là. Non, non, tu ne peux pas amener ça là. C'est à nous à amener ça. Et alors, on a commencé à discuter. Finalement, on a fait un deal. Il m'a dit, écris-moi ça sur un papier, que c'est toi. Ok, d'accord. Et il aura donc tous ces ivoires là-bas. Ça va, il est parti. J'ai plus de nouvelles de Rhodésien. Mais il était sûrement dans les combines. Dans les combines. Ben, je me suis très bien entendu après aussi avec le Mzé, le président Kérékou. Je l'explique dans mon livre aussi, au début. C'était quelqu'un de pas mal. Mais bon, avec des dérives évidemment. Le président Tchombe aussi. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les événements de 1960, quand vous étiez au Katanga et qu'il y a eu des velléités sécessionnistes? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Je dois dire que, pour parler franchement, j'avais grandi au Katanga. J'ai commencé à faire mes études au Katanga. J'étais sorti de rhétorique au Katanga et j'allais entrer à l'université en 61. Et il y a eu des événements dans l'ensemble du Congo. Dans l'ensemble du Congo qui est malheureux parce que les causes ne sont pas d'origine villageoise, les causes sont d'origine autre et étrangère. Ça, je le dis et je suis prêt à le prouver. Les villageois, il n'y a aucun problème. Et au Katanga, c'est le seul pays où, du moins à première vue, il y avait les Blancs et les Noirs qui étaient d'abord katangais. Mais on est venu avec une espèce de virus tribal qui a fait que certaines autorités, il faut le reconnaître, ont donné des ordres, mais pas seulement katangaises. Même au sein de l'ONU, j'ai parlé avec des Onusiens qui ont fait des camps avec des gens qui n'étaient pas dans l'odeur de sainteté, disons, de la politique katangaise. On a fait des camps Et pour étayer vraiment cette explication, et pour prouver cette explication, mon père avait un terrain près d'un de ces camps. Et on s'entendait très bien avec tous ceux qui étaient là. Ils venaient, bon, on donnait du poisson quand il y avait du poisson, on donnait de tout, c'était très bien. Subitement, on a vu un changement. Et je me suis demandé pourquoi ce changement. Moi-même, j'ai été voir. Et en fait, j'ai appris, mais ça, c'est caché. L'ONU gardait peut-être ces gens-là, il les protégeait, soi-disant, mais il les protégeait mal. Il les considérait quand même comme des prisonniers, presque. Et alors, ils n'avaient pas assez à manger. J'ai vu faire ça. Ils se ruaient sous la nourriture que l'ONU venait, vraiment comme des mendiants. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette armée de l'ONU qui doit venir protéger les gens, et qui les protège peut-être, mais à leur façon. Et un jour, j'ai entendu, et ça j'ai entendu mon père aussi, on a dit, bon, maintenant il faut faire attention. On a entendu, mais tirer. L'ONU tirait sous ses protégés. Évidemment, d'autres personnes en ont profité, hein, vous savez, et c'est devenu alors un climat plutôt tribal. Nous, on allait à la Cassapa, mais il n'y avait aucun problème. On enseignait, je suivais des cours, il n'y avait aucun problème.
et ça a dégénéré. Et l'ONU, en fait, a joué un drôle de jeu parce que, à la fin, quand j'ai vu que c'était des avions américains qui venaient livrer du matériel à l'ONU, je dis, mais où va-t-on, où va-t-on? J'ai compris certaines choses. Le sous-sol est très riche en minerais, en uranium, en tout ce que vous voulez. Et je dis, là, il y a autre chose. On a mis plutôt d'abord cette richesse-là, et on veut le Katanga pour la richesse, pas pour les hommes, pas pour ceci. Et on joue le jeu. L'ONU a joué un drôle. Ils ont tué n'importe qui, blanc comme noir. J'ai des preuves, j'ai des photos. Il y a le livre blanc fait par les médecins, 54 médecins du coin, qui ont publié des photos atroces. J'ai des amis qui ont été tués, blancs et noirs. Même le général de Gaulle, le président français, a dit l'ONU c'est un machin, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, tuer des gens comme ça? Et tout le monde a pâti de ça, blanc et noir. Et ils ont réussi à recréer des climats de tension entre ce groupe-là et ce groupe-là, qui se sont mis ensemble pour se battre ensemble. Et ça, je dois dire que ça m'a profondément choqué. Mais comment se fait-il que vous, qui, à un moment de votre histoire, vous avez défendu votre Katanga, aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu dans votre livre, votre souhait est que les Congos ne soient pas démembrés. Comment vous passez du Katanga au Congo, à l'amour du Congo aujourd'hui? Ben, écoutez, j'ai compris beaucoup de choses après. Au moment donné, on devait protéger. Vous savez, quand on voit des soldats de l'ONU, soi-disant, qui viennent faire la paix, et qui tuent des grands-mères européennes qui viennent voir leur fils, là, comme la Gécamine, il y a un problème quand même. Ouais. Et alors, on ne veut pas, nous, se faire égorger sans rien. Et je dois dire que là, on a dû se défendre. Ouais. On a dû se défendre. Mais maintenant, avec recul... Mais après le recul, quand on a vu qu'on laissait tout comme ça, le président partait et se réfugiait quelque part, je me suis posé des questions. Ouais. Je dis, tant que l'ONU est là, ça ne va pas. Elle doit changer son fusil d'épaule. Elle ne peut pas continuer à attaquer comme ça les gens. Et on a été obligé, moi, avant tout, j'aimais le Katanga et ses habitants. Oui. C'est pas la même chose. Je ne suis pas resté pour le cuivre, pour l'uranium, pour ceci et pour ça, ou parce que j'étais onusien. Il y avait beaucoup de soldats de l'ONU qui sont restés après au Katanga, qui ont démissionné, qui sont restés, a tenu une infirmerie, etc., des trucs comme ça. Donc, mon Dieu, il faut savoir changer son fusil d'épaule. Et à ce moment-là, je dois dire que le président Mobutu est tombé au bon moment. Je n'ai pas peur de dire que c'est quand même, malgré certaines dérives que je regrette beaucoup, il a réussi à retrouver un petit peu, à faire retrouver la paix au pays. Et ça a été très difficile. Hein. Il a pris lui-même le commandement de son armée pour aller dans le Kivu. Il y a eu l'affaire de 64 avec les moulélistes à Kisangani, et toutes ces histoires-là, il a pu résoudre le problème. Et après, je dois dire, c'était un Congo assez unifié. Bon, ça a été bien pendant quelques années, mais lui-même a commencé à pousser en avant ces hommes à lui, ces 800 barons du régime. Tout le monde connaît ça. C'est paru dans tous les journaux. Et ça a été la fin. Et on en a profité, les rebelles ont profité pour recommencer leur petite tracasserie. Comment vous voyez l'avenir de nos relations Belgique-Congo? Maintenant, il faut tirer un bilan et il faut qu'on s'entende à tout point de vue. J'ai toujours dit, c'est ridicule de vouloir ressasser les histoires du passé, de part et d'autre, hein, pas seulement blanc et noir. Ressasser, voilà, oui, mais eux, ils faisaient ça, l'autre, oui, mais ils ont fait ça. Mais on ne va pas vers du positif en faisant ça. Je crois qu'il faut être conscient du passé. Il ne faut pas oublier le passé, évidemment. Il faut avoir la mémoire du passé, comme dans toutes les guerres, toute coexistence. Entre peuples, il y a eu des problèmes. Il ne faut pas oublier ça. Mais seulement, il faut aller vers l'avenir. Il ne faut pas que ce passé sabote l'avenir. Est-ce que vous pouvez comprendre aussi que lorsque les Congolais vous appellent nos oncles, ça veut dire
Ils s'attendent à ce que si jamais il y a un plan international contre le Congo, que les Belges soient les premiers à prendre notre défense. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Je suis très conscient. Et un exemple de cela, c'est que en 64, il y a eu une révolution là dans le nord-est du Zaïre, comme vous le savez bien, un peu dirigée par ce qui se passe maintenant avec nos amis communistes, tout ça. Ouais. Il y en a qui ont cru à cela. On a fait appel à qui? Aux Belges. Ouais. Pour venir délivrer, pas seulement les Blancs, attention, ils avaient mot d'ordre de liquider un peu cette histoire, parce qu'il y a eu, vous savez, je dis toujours, dans ces genres de choses, comme avec l'ONU, au Katanga, comme avec les rebelles Simba, tout ça, à Kisangani, pour un Blanc tué, il y a eu des centaines de Noirs tués. Et ça, on n'a jamais compris ça. On a dit, oh, il y a des Blancs tués, des Blancs tués. Moi, j'étais horrifié de ce genre de discussion. Et on est intervenu pour sauver les Belges. Mais non, c'est pas vrai. On est intervenu pour régler un problème de rébellion qui tuait des gens. Mmh. Hein? Et c'est vrai. Et Mobutu a été le premier à le dire après. Il a dit non, ils viennent pour essayer d'éteindre ces foyers d'incendie. Seulement, il y en a d'autres qui en ont profité, évidemment. Mais maintenant, aujourd'hui au Congo, la plupart des Congolais ont peur de ce qu'on appelle la balkanisation du Congo. Nous avons peur d'un complot qui serait international, qui vise de balkaniser le Congo. Et la Belgique étant la capitale de l'Europe en quelque sorte, nous, Congolais, on aimerait que la Belgique soit les premiers à dire il n'en est pas question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que la Belgique fait quelque chose dans ce sens-là? Ou bien est-ce que ce complot-là, il est imaginaire dans nos têtes à nous? Pas seulement dans vos têtes à vous. À ceux qui connaissent bien le Congo, qui ont grandi là aussi. Et moi, je suis aussi, j'ai peur de cela aussi. Le problème avec la Belgique, regardez avec l'histoire de l'Ukraine maintenant, elle hésite de s'engager, pour des raisons précises, elle a peut-être raison. Mais bon, et je crois que s'il y a des complots comme ça, qui existent, hein, nous savons ça, et qui essayent de voir un peu s'il n'y a pas moyen de séduire un tel, mais je ne sais pas s'ils oseraient se remettre, peut-être au niveau ONU, peut-être au niveau international, très certainement. Et même dénoncer, ils voudront bien le faire si les autorités sur place, officielles, parce qu'ils ont été attrapés, jadis, hein, avec l'histoire du Katanga, puis l'intervention des paras à Kisangani, ils ne veulent plus que ça recommence. Mais là, il faudrait que les autorités officielles puissent dire officiellement, avec papier, voilà, il y a ceci qui se prépare, est-ce que vous pouvez dénoncer? Mais même ça, hein, ouais. Comment savoir si ces autorités-là n'ont pas déjà été approchées par des gens qui veulent que ce complot réussisse? C'est très difficile, je mets à la place un peu des politiciens ici.